Voilà, très bien. On commence ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous à ce webinaire recruté en alternance des candidats en situation de handicap, ce qui change en 2025, ou les conditions 2025 liées à l'alternance. On va vous présenter aussi les enjeux et les solutions. Donc nous sommes le 28 janvier 2025, mardi, 15 heures. Il est 15 heures. Et même 15 heures, 1 minute. On va attendre juste quelques secondes avant de commencer réellement. En tout cas, bienvenue. On va profiter de on va dire, ces premières secondes, premières minutes pour présenter les intervenants. Donc, moi, Redouane Bellani, je suis cofondateur et président de Talent Handicap. Nous sommes Talent Handicap qui organise ce webinaire. En tout cas, merci d'être là. J'invite François Demaillard de la GFIP à se présenter, qui a accepté de participer à ce webinaire. Donc on va voir pourquoi. Voilà, donc merci Redouane pour votre invitation. Donc je suis François Demaillard, je suis chargé d'études et de développement sur le service conseil aux entreprises de la GFIP en Île-de-France. Donc comme vous l'avez compris, j'accompagne les entreprises, en tout cas notre service accompagne les entreprises sur des actions ou sur des politiques handicap. Merci, bienvenue François. On vous a mis 2 adresses mail ici sur cette diapositive pour contacter Talent Handicap et pour contacter le service entreprise de la GFIP. Ce support peut vous être communiqué après le webinaire sur simple demande. Je crois qu'il y a un bouton en dessous de votre côté pour faire la demande. En fait, il n'est pas donné automatiquement. Il faut faire la demande pour pouvoir le recevoir. Je rappelle quelques petits détails sur le fonctionnement du webinaire. Vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions. On est là surtout pour répondre à vos questions en lien avec le sujet du webinaire, mais on va y répondre à la fin pour une question de fluidité. Voilà, donc il est 15h03, on va continuer. En tout cas, bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. On va présenter les 2 acteurs qui participent à ce webinaire. Donc, j'invite la GFIP, l'invité d'abord, pour présenter la GFIP. Bon, vous connaissez tous la GFIP, mais je pense que c'est toujours intéressant de rappeler ce qu'il y a derrière la GFIP. Tout à fait, voilà, parce que la GFIP, effectivement, est connue de tous, je pense, à la fois pour les aides pour compenser le handicap, donc des aides financières que l'on accorde, par exemple, aux entreprises, ou également bien sûr, la question de la contribution que l'on va percevoir, alors qui est adressée à l'URSSAF et adressée à la GFIP pour les entreprises du secteur privé. Mais la GFIP, c'est aussi d'autres services. Comme je vous l'ai présenté sur le service auquel je suis rattaché, on conseille et on accompagne les entreprises privées. On a aussi des services que l'on met à disposition des entreprises dans ce cadre-là de communication et de formation. Par ailleurs, on a un service qui conseille les centres de formation, on appelle ça la ressource handicap formation. On y viendra un peu après dans le webinaire. On a un service qui va gérer les aides qui sont très nombreuses qui arrivent à la GFIP. C'est plusieurs dizaines de milliers chaque année. Et on a un service qui va intervenir aussi sur la sécurisation des parcours et le maintien dans l'emploi, où on, d'ailleurs, finance les Cap Emploi. Et puis, on va intervenir, bien entendu, aussi sur la question du recrutement en partenariat avec France Travail et les Cap Emploi et les missions locales. Merci François. Et côté Talent Handicap, on est une petite entreprise, donc on va dire que notre raison d'être est de favoriser et de faciliter l'emploi des personnes en situation de handicap. On a 2 services, on a des forums en ligne et on a un service formation, on est un organisme de formation certifié CALOPI. Donc nous accompagnons d'un côté les candidats en situation de handicap pour qu'ils puissent trouver l'emploi qui leur correspond, avec l'objectif que le handicap ne soit pas un frein et pour qu'ils bénéficient des conditions, on va dire, des bonnes conditions de travail qui soient adaptées à leurs besoins et favorables à leur santé. Et nous accompagnons de l'autre côté aussi les employeurs
pour qu'ils puissent voilà, performer dans leur politique handicap à travers du recrutement, de la marque employeur qui est un levier important pour valoriser l'engagement des entreprises et le caractère et leur caractère handi accueillant. On intervient aussi dans la formation et la sensibilisation qui sont également des leviers importants dans une politique handicap. Voilà un peu en ce qui concerne Talent Handicap. On va juste introduire pour rappeler pourquoi nous avons décidé d'organiser ce webinaire sur l'alternance spécifique aux personnes en situation de handicap. Donc je pense que c'est quelque chose qui est partagé par tout le monde, que l'alternance est une grande chance en France pour l'emploi de manière générale et ça l'est encore plus pour l'emploi des personnes en situation de handicap parce que ça présente de nombreux atouts aussi bien pour les employeurs que pour les candidats. Par exemple, les employeurs ils sont encouragés à travers des mesures incitatives ce qui fait que c'est plus facile pour eux de recruter des alternants et ça facilite aussi aux candidats à la fois de se former, de faire des études et d'acquérir une première expérience, ce qui permet de booster sa carrière. On sait très bien que l'accès à l'emploi, un premier emploi, c'est toujours très très difficile parce que souvent les entreprises voilà, en fait ça leur manque une expérience pour occuper un poste. Et en plus là en ce début d'année 2025 il y a pas mal d'actualités autour des changements qui touchent l'alternance. Donc c'est important de faire un point et de partager avec vous les changements et ce qui change aussi côté handicap. C'est aussi le bon moment, le début d'année, parce que les employeurs lancent leur campagne d'alternance entre février, mai jusqu'à juin pour trouver les alternants qui vont les rejoindre à la rentrée de septembre. Donc je pense qu'il y a plusieurs points qui concourent et qui font que c'est intéressant de faire un webinaire aujourd'hui sur l'alternance. Et je remercie bien sûr et à nouveau la GFIP qui nous rejoint dans ce webinaire. Oui, la GFIP joue un rôle très important sur l'alternance et la GFIP, en fait François, la GFIP va nous partager des informations importantes sur le sujet. Donc, je rappelle les objectifs du webinaire. Donc, l'objectif, c'est vraiment de vous apporter des réponses concrètes à ces 4 questions que vous voyez à l'écran. D'abord, on va rappeler pourquoi, quelle est l'importance de recruter des personnes en situation de handicap de manière globale. Avant de parler de l'alternance, on va rappeler aussi l'intérêt de l'alternance pour l'employeur et pour le candidat avec les spécificités liées au handicap. On va parler aussi des conditions 2025 pour recruter des alternants et on rappellera également les aides. Ça aide à aller vers l'alternance. Puis on va présenter des solutions qui permettent de réaliser et de réussir ce type de recrutement. Alors, donc je vais inviter François à nous rappeler l'intérêt ou pourquoi recruter des personnes en situation de handicap. Alors, le micro, François. Juste. La première des choses, effectivement, avant tout, quand on recrute une personne sur la base d'un besoin dans l'entreprise, sur la base de ses compétences. Pour les élitages, ça paraît évident, mais c'est quand même effectivement le besoin avant tout qui est présent. Chaque année, c'est effectivement des dizaines de milliers de personnes qui sont recrutées. Il y a un aspect aussi dont on s'aperçoit, c'est que on va améliorer les pratiques managériales. Certaines entreprises y sont assez sensibles. C'est-à-dire que quand on accompagne une personne qui a un besoin spécifique, on développe naturellement en tant que manager sa perception des besoins des salariés, de tous les collaborateurs que l'on manage. Et à partir de là, on s'aperçoit que par le biais d'un management inclusif pour certaines personnes, on améliore sa capacité à accompagner chacun des salariés et à être apprécié et donc à développer son leadership auprès de l'ensemble des salariés.
il y a un aspect qui est très important, c'est l'aspect de la prévention et de la santé. C'est-à-dire que si on prend suffisamment tôt les aménagements de postes pour les personnes, on va éviter une dégradation à la fois de la santé des salariés et une dégradation de la situation dans l'entreprise, mais également, donc, on va pouvoir plus facilement maintenir ces salariés en poste. On va plus facilement fidéliser l'ensemble des salariés parce qu'ils se sentiront soit rassurés dans l'entreprise, soit avec un sentiment d'appartenance plus fort. Donc, on a le fait de mettre en place une politique handicap et d'intégrer des personnes reconnues travailleurs handicapées et de bien les accompagner va avoir différents bénéfices, soit pour les salariés directement concernés par les adaptations, soit pour les autres salariés. On va avoir aussi, on a une obligation de non-discrimination naturellement dans le recrutement. Le fait d'être formé au recrutement ou d'être attentif à la question du recrutement en tenant compte des facteurs de non-discrimination va avoir un premier aspect important, c'est que l'on ne se prive pas des meilleures compétences. C'est-à-dire que quand on recrute en tenant compte, par exemple, d'adaptation, ou en allant au-delà des idées reçues qu'on pourrait avoir un petit peu spontanément, on va pouvoir recruter la meilleure des personnes, qu'elles soient handicapées ou pas, pour le poste. Également, le fait d'adapter les postes pour certains salariés peut nous ouvrir l'esprit sur d'autres adaptations pour des salariés, peut être un révélateur sur des difficultés que vont rencontrer d'autres salariés et répartir différemment, en tout cas apporter des solutions à chacun. Donc à la fois aux personnes en situation de handicap, aux personnes en situation de handicap qui ne l'auraient pas annoncé, et on s'en aperçoit aussi bien souvent à l'ensemble des salariés à ce niveau-là. Enfin, sur la question de la RSE, il y a des obligations qui portent sur les entreprises, notamment celles de plus de 250. Donc, un certain nombre de critères sont basés sur la question du handicap, donc c'est le fait d'y répondre. Naturellement, c'est aussi la communication qu'on peut avoir en externe ou en interne sur la marque employeur. Par exemple, certaines grandes écoles nous relatent que, effectivement, les grandes écoles de commerce nous relatent que les étudiants sont très attentifs à la marque employeur pour aller vers telle ou telle autre entreprise. Il y a un aspect d'innovation, alors ça peut être un aspect d'innovation, pardon, excusez-moi, un aspect d'innovation matérielle, parce que avoir une personne en situation de handicap avec une situation particulière peut permettre effectivement d'avoir des nouveautés. On cite effectivement, par exemple, la télécommande a été inventée pour des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, c'est quelque chose de particulièrement banal. Mais donc, il y a un certain nombre de situations qui peuvent être développées dans la réflexion d'entreprise au regard de certaines personnes qui vont prendre en compte la question du handicap ou l'innovation sociale. Tout à l'heure, on parlait des managers. D'accompagner au mieux certains salariés va faire qu'on va améliorer le management de l'ensemble. Et donc, on peut avoir un certain nombre d'éléments d'innovation sociale aussi. Et enfin, sur la question de la performance, parce que le fait de garder ses salariés, le fait de fidéliser ses salariés augmente la performance. Le fait d'accompagner les salariés qui ont des problématiques de santé font qu'ils restent au poste et font qu'on ne perd pas ces personnes qui sont compétentes et qu'elles continuent à produire, avec effectivement les autres aspects qui sont l'aspect de au niveau transverse dans l'entreprise, le fait qu'on ait des salariés qui interviennent avec une certaine fierté au niveau de leur entreprise, qui développent aussi les activités. Parfait, merci beaucoup François. On voit qu'il y a vraiment beaucoup de bénéfices à s'engager dans le recrutement de personnes en situation de handicap. Effectivement, il ne faut pas les recruter pour leur handicap, mais plutôt pour leurs compétences et tout ce qu'ils peuvent apporter à l'entreprise. Après, il faut montrer sa volonté d'aller le faire en allant chercher les candidats là où ils sont, là où ils n'ont pas besoin de cacher leur situation de handicap pour qu'ils soient recrutés dans de bonnes conditions. Et c'est vrai, quand les personnes
sont recrutés avec un environnement adapté, avec des conditions adaptées à leurs besoins, à leur santé, ben, ça favorise la santé, la prévention des risques, etc. Donc effectivement, pour résumer, François, le fait de faire ce recrutement, ça fait rentrer l'employeur. Hein, je dis employeur parce que ça peut être une entreprise ou un employeur de la fonction publique. Donc ça fait rentrer l'employeur dans un cercle vertueux qui est bénéfique pour la performance globale. Hein, parce que des fois, on se dit oui, mais tel collaborateur, des fois, il n'est pas aussi productif que quelqu'un d'autre à un moment donné, là où il y a peut-être le handicap, mais on voit que ça favorise l'engagement de tout le monde, parce que tout le monde peut se dire, je peux être accompagné si jamais le handicap m'arrive, et ça contribue à la performance globale et durable de l'entreprise. Juste, je rajouterais que le fait de recruter des personnes en situation de handicap permet aussi de répondre à l'obligation d'emploi travailleurs handicapés, hein, c'est une obligation légale, et aussi aux obligations en matière de santé, de prévention, et comme vous l'avez dit, ça permet aussi de répondre à ces engagements RSE. Très bien, donc c'est très très important. On va maintenant passer au sujet de l'alternance. Donc je vais d'abord présenter ou rappeler plutôt l'intérêt de l'alternance de manière globale, pour tout le monde, pas seulement pour les candidats en situation de handicap. Donc c'est un puissant levier pour plusieurs raisons. Donc, comme je l'ai déjà rappelé, c'est une grande chance pour l'emploi. Donc pour les candidats, ça leur permet de financer leur formation, leurs études. Je connais des personnes qui, sans l'alternance, ils n'ont pas les moyens de faire certaines études qu'ils souhaitent faire. Donc déjà, c'est un levier pour financer ces études. C'est ce que c'est l'OCO qui prend en charge le coût de la formation. Ça permet, comme on l'a dit, d'acquérir une première expérience professionnelle, parce que quand on est en alternance, on est considéré comme un salarié, même si ça compte pas dans l'effectif officiel. En tout cas, vous êtes voilà, la personne a les mêmes droits qu'un salarié et acquiert une première expérience professionnelle qui facilite par la suite l'accès à un emploi. On ne peut pas dire à la personne, vous n'avez pas d'expérience. En tout cas, la personne aura une expérience, aura des compétences qui sont recherchées par les employeurs. Ça permet aussi à la personne de disposer d'une rémunération. Donc, on a beaucoup d'étudiants qui sont des moyens financiers qui leur permettent de couvrir leurs besoins essentiels, hein, logement, transport, nourriture, etc. Donc on voit que c'est un énorme levier qui permet de faciliter l'accès à un premier emploi. Et on sait très bien que le premier emploi, souvent, il nécessite des qualifications qu'on n'a que quand on a suivi les formations requises. Et pour les employeurs, c'est aussi un énorme avantage parce que ça leur permet de disposer d'une ressource à moindre coût, parce que l'alternance, elle est encouragée et incitée en France. Donc les employeurs vont d'abord bénéficier d'aide, mais surtout le coût, en fait les charges liées au salaire ou la rémunération de l'alternant, ben, ce sont des coûts qui sont réduits, hein, il y a des exonérations de charges. C'est un engagement qui est limité dans le temps parce que c'est généralement un contrat à durée déterminée, donc ça permet facilement à un employeur d'accepter ce recrutement parce que on sait que si à l'issue du contrat ça convient pas, ben, pas de nécessité d'aller plus loin. Par contre, si la personne elle correspond aux besoins, elle a été formée au métier et la personne a les compétences qui sont recherchées, ben ça facilite par la suite le recrutement de la personne à l'issue de son alternance. Voilà. Et autre intérêt, bon, au-delà de l'aspect RSE, parce que c'est vrai que quand un employeur contribue à la formation de jeunes, de personnes,
il y a aussi un engagement social, sociétal, parce qu'on contribue à ce que des personnes dans la société soient formées, soient autonomes, contribuent, participent dans tous les champs de la société. Donc le côté RSE aussi est important. Et pour finir, ça permet aux employeurs de disposer plus tard de personnes compétentes dans les métiers recherchés. Parce que si sans ça, donc si l'entreprise ou l'employeur ne fait pas cette démarche, il y aura moins de personnes qui répondent à ces besoins en termes de compétences. Donc on voit que l'intérêt il est quand même très très important et c'est un dispositif qui est vraiment une chance parce que ça constitue un réel tremplin vers l'emploi. Donc c'est un énorme levier pour l'emploi. C'est une solution qui est gagnante pour tout le monde, pour les candidats, pour les employeurs, pour la société. Comme je l'ai dit, c'est un recrutement qui est souple, moins engageant pour les employeurs. Donc c'est plus facile pour un manager d'accepter d'intégrer un alternant dans son équipe. Voilà pourquoi l'alternance est un véritable levier. Et là, je vais inviter François à nous parler de l'alternance, mais avec la spécificité liée ou les spécificités liées au handicap. Voilà. Donc, l'alternance, comme le précisait Redouane, effectivement, il y a une évolution assez forte à travers le temps. En tout cas, il y a un engouement. Pour vous donner un chiffre quand même un petit peu en repère, en 2020, il y avait à peu près 7000 alternants reconnus travailleurs handicapés que l'on dénombrait. Maintenant, c'est 17 000. Donc, on voit qu'effectivement, s'il y a cette évolution, c'est qu'à la fois, il y a des intérêts pour les entreprises, à la fois, il y a des intérêts pour les personnes. Et donc, je vais vous apporter quelques informations sur les dispositifs et les aides. Alors, premièrement, il y a effectivement un coût salarial qui va être limité, qui va être réduit par les aides financières. Alors, l'État, on est en attente des décrets, mais l'État maintient l'aide à 6 000 €, quelle que soit la taille d'entreprise, jusqu'à apparition des décrets, mais en tout cas, le gouvernement a fait une déclaration à ce niveau-là. Alors que pour les personnes non reconnues de travailleurs handicapés, selon la taille d'entreprise, le montant serait entre 2 000 et 5 000 €. Donc l'aide sera de 6 000 € la première année, et il y a les aides de l'AGEFIP pour le secteur privé et pour le FIP. Alors, chose importante, les aides de l'AGEFIP, c'est quelle que soit la taille ou du FIP, c'est quelle que soit la taille de l'entreprise, c'est-à-dire que les entreprises de moins de 20 salariés bénéficient également de l'ensemble de l'offre de services de l'AGEFIP, dont les aides financières à l'apprentissage. On va avoir, pour les entreprises de 20 salariés et plus, il y a une obligation d'emploi avec une contribution quand l'entreprise n'a pas atteint le taux de 6%. Employer des personnes reconnues travailleurs handicapés dans le cadre de contrats en alternance, ce soit en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation, c'est le fait de réduire la contribution, naturellement, puisqu'on emploie une personne, c'est un CDD sur lequel la personne part en formation, donc on l'emploie sur son temps plein. Et puis, ça permet d'augmenter le pourcentage de personnes reconnues de travailleurs handicapés à ce niveau-là, puisque la personne compte dans l'effectif travailleurs handicapés. C'est aussi, on a des métiers qui sont pénuriques, c'est aussi le fait de former des personnes sur ces métiers pénuriques. On voit un certain nombre de métiers dans la restauration, d'autres métiers. Donc, c'est une manière d'attirer des profils, de les former. D'ailleurs, il y a des dispositifs tout à fait spécifiques que la GEPIF supporte et que France Travail et Cap Emploi aussi développent, ou que les entreprises développent elles-mêmes, notamment par des dispositifs spécifiques comme des formations de pré-embauche et d'accès à l'alternance par la suite. Les branches professionnelles sont assez actives avec les OPCO. On va avoir la question de la sécurisation du recrutement, c'est-à-dire que recruter une personne en contrat en alternance peut nous permettre de bien la connaître, de bien la former pour ensuite la recruter en CDI. Il faut savoir qu'un certain nombre de contrats aboutissent sur des contrats directement. Et à ce niveau-là, c'est une manière aussi de pré-embaucher, si on peut le préciser comme ça, des personnes pour les avoir durablement.
On sait aussi que les entreprises rencontrent des difficultés dans le recrutement de personnes reconnues travailleurs handicapés sur certains postes. C'est une manière aussi de réduire les difficultés que l'on a dans le recrutement en faisant monter des personnes en compétences par la période d'alternance pour les recruter durablement ensuite. C'est important aussi de savoir que pendant la période d'alternance, plusieurs acteurs vont intervenir. Le référent, par exemple, dans le CFA, ou le référent du centre de formation quand c'est un contrat de professionnalisation, qui accompagnera la personne et qui peut apporter son soutien à l'entreprise. L'AGFIP, on verra tout à l'heure, un peu plus tard, qu'il y a différentes aides de l'AGFIP qui vont intervenir en soutien. Les OPCO à travers des aides financières, mais aussi à travers des formations pour les tuteurs. Et il peut y avoir des formations spécifiques concernant le handicap proposées par certains OPCO. Bien sûr aussi pour le FIP concernant le public. Les aides de l'AGFIP pour compenser le handicap, on va avoir les aides auxquelles on pense un peu spontanément, c'est par exemple l'achat de matériel. Un salarié qui aurait par exemple un trouble cognitif, qui aurait besoin d'un logiciel pour l'aider par exemple à la lecture ou pour l'aider à corriger des fautes d'orthographe. L'AGFIP va intervenir financièrement sur cet aspect et l'AGFIP va aussi intervenir sur le financement par exemple de fauteuils ergonomiques ou d'autres aspects. On va intervenir aussi avec une expertise pour définir les adaptations. Chose importante, on s'aperçoit aussi qu'on a deux situations sur les alternants. On a les alternants qui sont un petit peu dans leur début de parcours, suite à des études, qui vont préparer des diplômes du CAP au Bac+5. On a des personnes d'ailleurs qui, comme le disait Redouane, vont avoir des parcours tout à fait intéressants en partant, j'ai rencontré moi des personnes qui ont fait un CAP en alternance, qui ont fait un bac en alternance, qui ont fait un Bac+2 et qui ont fini sur un Bac+5, tout ça en alternance. Donc on a des parcours tout à fait intéressants et extrêmement diversifiés sur le champ des métiers. Et on a des personnes qui ont fait aussi, qui finalement, après avoir travaillé et peut-être dans une carrière, vouloir faire un autre métier en cours d'activité, soit contraints, si je peux dire, parce qu'ils ont été inaptes à un métier, soit parce qu'ils ont envie de se relancer vers un autre métier, qui vont faire de l'alternance, sachant que pour l'apprentissage, il n'y a pas de limite d'âge pour les personnes reconnues travailleurs handicapés. Donc, c'est aussi un moyen de reprendre pour des personnes une activité professionnelle ou de changer d'activité, et pour des entreprises, naturellement, d'accroître leur potentiel de recrutement parmi les personnes reconnues travailleurs handicapés. Et enfin, naturellement, recruter des alternants, ça contribue à répondre aux engagements de la politique handicap. Ça contribue aussi à montrer auprès des salariés les actions que l'on mène de façon très concrète sur le recrutement, qui peut rassurer des salariés qui, pour certains, se diraient « mais que ce que l'entreprise fait, là, on peut donner de la lisibilité à notre action avec des chiffres et avec effectivement des actions d'accompagnement, de sensibilisation qui pourraient être tournées autour de ça. » Merci François. Juste une petite précision, on est bien d'accord que l'aide de l'État elle est de 6 000 € pour les alternants en situation de handicap, hein, c'est une aide qui est donnée à l'employeur. C'est uniquement pour les apprentis, hein, c'est dans le cadre de l'apprentissage. Oui, absolument, c'est important. Le contrat pro. C'est important. Le contrat de pro, l'aide de l'État a été supprimée en 2024. Donc, c'est uniquement pour le contrat d'apprentissage pour les personnes qui sont titulaires d'une reconnaissance du handicap que cette aide est possible. Par contre, les aides de la GFIP, c'est aussi bien pour l'apprentissage que pour le contrat pro, on est bien d'accord. Absolument. L'aide est plafonnée à 3 000 €. On va le voir, peut être par exemple, peut être un petit peu différente entre un contrat de pro et un contrat d'apprentissage, mais il y a toujours une aide assez substantielle, qui sont cumulables systématiquement avec les aides de l'État ou les autres aides, qui pourrait y avoir, comme dans certains cas, des aides de France Travail sur des contrats de professionnalisation. Très, très bien. Et je voudrais juste aussi qu'on revienne sur la surcontribution qui touche les employeurs qui n'ont pas du tout de collaborateurs en fait bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Et
Et c'est vrai que si on a 0, il y a une surcontribution, hein, je crois que c'est le triple d'une contribution, on va dire, classique. Et le fait de recruter un alternant, bah, ça enlève cette surcontribution, puisque recruter Tout un à alternant, fait. c'est plus facile. C'est tout à fait ça. La contribution majorée est d'un peu plus de 17 000 euros par personne manquante, c'est-à-dire 1500 fois le SMIC horaire. Le fait d'employer une personne en alternance ou en contrat donc en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage supprime le risque de verser une contribution majorée. Et à ce moment-là, l'entreprise versera sa contribution de façon classique. Pour vous donner un exemple, une entreprise entre 20 et 249 salariés, c'est une contribution qui est de 4 700 euros, 4 752 euros par personne manquante, au lieu de 17 500 euros. Donc, le fait d'employer un alternant évitera une contribution majorée. À peu près, il me semble que 2%, 2 à 3% des entreprises françaises sont en risque de contribution majorée. D'accord. Merci François. Alors maintenant, quels sont les atouts de l'alternance pour les personnes concernées? Alors, pour les personnes concernées sur les contrats d'apprentissage, les contrats d'apprentissage sont limités à 29 ans pour l'ensemble des publics, à part quelques situations très particulières. Mais pour les personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés ou qui ont un titre de bénéficiaire de l'obligation d'emploi, c'est également les personnes qui ont une pension d'invalidité, par exemple, il n'y aura pas de limite d'âge. C'est-à-dire qu'on peut recruter une personne sur un contrat d'apprentissage en secrétariat, sur un titre de niveau 5 qui correspond à un bac plus 2 ou sur un BTS, qui aurait 50 ans, qui serait donc dans un reclassement professionnel, par exemple, ou dans une volonté de se perfectionner suite à un niveau général, de niveau bac. Donc, pas de limite d'âge. La possibilité également d'allonger les contrats, les durées de formation. Dans le cadre des formations en alternance, des contrats en alternance, on peut avoir un contrat qui va aller jusqu'à 36 mois. Alors, je parle des contrats d'apprentissage pour être précis. Par exemple, quand on voit pour un BUT, donc le diplôme de niveau Bac plus 3 ou la licence, peuvent être des contrats qui vont durer 3 ans. Eh bien, pour une personne qui est reconnue travailleur handicapé, pour le contrat pourrait durer 1 an de plus s'il y avait besoin d'aménager le temps de formation. Les temps de formation, c'est à voir avec les centres de formation. Ça existe depuis un certain temps et c'est très facile à organiser dans certains cas pour les formations qui sont à distance. Et un certain nombre de CFA aussi aménagent aussi des formations, même si la très grande majorité des alternants sont sur des contrats classiques et sur des durées tout à fait classiques sans augmenter la durée. Mais il y a cette possibilité. Il y a un accompagnement dédié parce que dans les CFA, il y a des référents handicap qui accompagnent les personnes. L'AGFIP, d'ailleurs, à ce niveau-là, a un dispositif de formation pour les référents handicap et d'accompagnement des référents handicap des centres de formation, d'ailleurs, tout comme pour les entreprises, où il y a des tuteurs. C'est important de désigner effectivement une personne, sachant qu'il y a des formations aussi qui leur sont possibles. On va avoir des aménagements possibles tout au long du parcours, c'est-à-dire qu'à un moment donné, une situation de handicap peut être amenée à évoluer ou peut apparaître, et l'AGFIP interviendra soit en début de parcours d'alternance, mais il se peut que suite à un accident de la vie, suite à une pathologie, suite à une situation qui change aussi dans l'entreprise en termes d'activité, on ait besoin d'adapter les situations de travail, et l'AGFIP sera là pour à tout moment accompagner l'entreprise dans l'adaptation, ou le centre de formation dans l'adaptation de la situation de travail du salarié. Également, ce qui est important, c'est qu'on s'aperçoit qu'un certain nombre de jeunes peuvent être en difficulté dans le cadre de leur parcours, et l'alternance, à la fois par le biais de la structuration quand même très forte avec le centre de formation, avec l'entreprise, à la fois du salaire, à la fois je dirais aussi certaines aides financières qu'il peut y avoir pour le permis de conduire, peuvent lever des freins et permettre à des personnes de pouvoir rebondir ou de pouvoir vraiment avoir un bon début dans la vie active, parce qu'elles auront pu lever un certain nombre de difficultés qui étaient difficilement
soulevable, si je peux dire, sans ces moyens que l'on propose à travers l'alternance. Enfin, l'alternance, c'est aussi une expérience professionnelle et le taux, ce que l'on constate, c'est qu'entre des personnes qui ont suivi uniquement une formation classique et une formation en alternance, le taux de retour à l'emploi pour les personnes qui ont suivi une formation en alternance est d'à peu près 15% supérieur. Donc, c'est un réel tremplin. Et enfin, il y a un certain nombre de formations qui sont sur des métiers en tension, des métiers qui recrutent, qui sont particulièrement adaptés à l'alternance. Je pense à des métiers de l'artisanat, je pense à des métiers de bouche, je pense à des métiers de l'informatique, où là, il y a une offre de formation qui est quand même très conséquente. Très bien, merci François. Juste, je reviens sur l'absence de limite d'âge. Je pense que la raison principale, c'est que le handicap peut toucher une personne à n'importe quel moment de sa vie et de sa vie active. Donc une personne à 40 ans, à 50 ans qui, suite à un accident, une maladie, devient en situation de handicap, bah, elle peut plus, elle devient inapte dans le métier qu'elle exerce, elle peut devoir changer de métier et du coup, elle aura besoin de se former pour pouvoir mener une reconversion et du coup, elle peut utiliser l'alternance pour réaliser ce projet de reconversion. C'est bien ça, François? C'est exactement ça. Et il y a une chose qui est intéressante à prendre en compte aussi sur des personnes qui ont déjà une expérience de vie, c'est qu'elles ont acquis les codes de l'entreprise, elles ont acquis un certain nombre de sens et responsabilités à travers des anciennes expériences. Donc, on peut capitaliser à la fois sur des personnes qui ont une double expérience, en tout cas, à la fois une expérience vécue dans le travail et à la fois qui démarrent l'alternance comme un certain nombre d'autres personnes qui sont présentes. Donc, on a des profils tout à fait intéressants à ce titre-là. Merci François. Donc, on voit que c'est toujours intéressant, le chiffre de 85% des employeurs qui sont prêts à renouveler l'expérience d'alternant porteur de handicap. Donc, ça montre que la majorité des employeurs sont satisfaits du dispositif. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter ou à commenter sur ce chiffre, François. Non, mais on s'aperçoit que, comme je le précisais, chaque année, il y a de plus en plus d'alternants reconnus travailleurs handicapés. On a plus que doublé par rapport à 2020, puisqu'on est à peu près à 17 000 en comptant les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation, alors avec une plus forte proportion de contrats d'apprentissage, à peu près 14 000 contrats d'apprentissage et 2 900 contrats de professionnalisation. C'est des chiffres qui augmentent d'année en année. Toutefois, on reste quand même dans une proportion d'à peu près 2% de l'ensemble des contrats en alternance. Donc, il y a une forte marge de manœuvre, d'augmentation, notamment au regard des à peu près 450 000 demandeurs d'emploi. Donc, il y a un potentiel vraiment intéressant et on va voir ensuite un petit peu comment optimiser ces aspects-là. Très bien, je pense que tous les employeurs ont intérêt à utiliser l'alternance. On va passer maintenant à un autre sujet qui, une fois qu'on a recruté un alternant, c'est pas fini parce que si on réussit pas l'intégration, il y a toujours une période d'essai. Voilà, on peut pas dire que le recrutement est fait. Donc on va parler maintenant de l'intégration, comment la réussir. J'aimerais ou nous aimerions que vous répondiez à cette question. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait faire échouer l'intégration d'une nouvelle recrue en alternance ou même en dehors de l'alternance, en tout cas quand on recrute une personne en situation de handicap, qu'est-ce qui pourrait faire échouer son intégration? Vous avez le chat, on vous laisse quelques secondes, et après j'inviterai François à nous présenter les bonnes pratiques en termes d'adaptation de poste, parce qu'il faut adapter l'environnement de travail pour accueillir la personne dans les meilleures conditions qui favorisent la réussite de son intégration. En tout cas, vous pouvez le faire en parallèle, comme on manque de temps, on a pris quelques petites minutes de retard. Allons-y François, on va présenter voilà, qu'est-ce qui permet de réussir l'intégration et pérenniser le recrutement. Voilà, alors il peut y avoir différents aspects, par exemple, voir le lieu de travail avant l'embauche, c'est une possibilité. Il peut y avoir le fait de, bien sûr, en entretien, de questionner la personne sur ses besoins spécifiques. On ne va pas la questionner sur son handicap, mais on va la questionner sur ses besoins.
Et d'ailleurs, on peut aussi faire passer les visites médicales avant l'embauche, ce qui permet de pouvoir mettre en place finalement plus facilement les adaptations au plus tôt et pour qu'elles soient disponibles au premier jour de travail. Sachant que la GFIP intervient aussi avec l'avis du médecin du travail, mais effectivement, ça peut se faire effectivement assez tôt dans le temps finalement. D'autant plus que dans le cas de l'alternance, souvent on a un certain délai puisqu'on a déposé ces annonces, dans les politiques d'entreprise, on dépose ces annonces assez tôt pour les recrutements un peu tardifs, donc ça, en septembre, octobre pour la plupart, donc ça nous permet d'avoir du temps pour adapter les choses. Donc il s'agit d'avoir effectivement cet environnement de travail qui peut être adapté, et pour cela, on a différents moyens que l'on va un petit peu détailler ensuite, mais ça peut être de sensibiliser les équipes dans certains cas, ça peut être d'adapter le poste, ça peut être de prendre en compte la question du handicap pour l'évaluer un peu plus finement, que ce soit en formation ou en entreprise, sachant que statistiquement, à peu près dans 80% des situations, il n'y aura pas d'adaptation, et dans 20% des situations, il y aura adaptation à ce niveau-là. Je vous propose qu'on passe à la slide suivante, sauf si vous voulez. Pardon, j'avais coupé mon micro pour boire un petit peu d'eau et j'avais oublié de le réactiver. Donc, ce que je disais, effectivement, il y a pas besoin tout le temps d'adaptation, parce que des fois, il n'y a simplement pas besoin, parce que le handicap dans l'environnement voilà, concerné, il n'y a pas besoin d'adapter l'environnement face à un handicap. Ce que je voulais dire aussi, François, Cap Emploi, ils interviennent aussi hein, dans cette démarche. Ils peuvent accompagner les candidats, même des alternants, c'est ça? Tout à fait. Deux aspects, Cap Emploi, France Travail, mission locale, peuvent contribuer au recrutement d'alternants. Quand il y a adaptation au départ, donc il y a des dispositifs de la GFIP à la fois d'évaluation du handicap et de financement des adaptations qui sont présents, qui peuvent être mis en place avec les acteurs que j'ai cités ou avec le référent du CFA. Donc vous êtes vraiment accompagné. Deuxième chose, tout au long du contrat, vous avez un salarié qui a besoin, qui n'était peut-être pas reconnu travailleur handicapé dès le départ d'ailleurs, ou qu'il était au départ, mais sa situation de santé évolue, ou le poste évolue, il faut adapter. À tout moment, vous pouvez faire appel à Cap Emploi pour adapter le poste. Donc vous êtes vraiment accompagné par une structure de terrain experte dans ce qui est accompagnement des entreprises et adaptation des postes. Donc effectivement, il arrive souvent que surtout chez les jeunes, qui n'ait pas entrepris encore une démarche d'obtenir une reconnaissance qualité de travailleur handicapé. Et il me semble que si l'élève ou l'étudiant, il a déjà une allocation, une AEH, hein, donc allocation à l'enfant pour son éducation. Donc ça fait office de RQTH. Et aussi, si la personne fait une demande de RQTH donc auprès de la MDPH, donc juste le dépôt permet de mobiliser les aides de la GFIP, hein, c'est bien ça hein. Tout à fait. Pas besoin d'attendre, parce que comme on a dit, il faut que les choses soient en place, les adaptations soient en place dès le premier jour. Donc on sait très bien que demander une RQTH, ça peut prendre des mois. Donc dès que la demande est faite, les adaptations peuvent être mobilisées. Tout à fait. Ça c'est très important, c'est-à-dire que la simple preuve de dépôt auprès de la MDPH d'une demande de RQTH permet de mobiliser les aides de la GFIP de la même façon que si la personne avait une reconnaissance. Et on ne demanderait pas le remboursement puisque c'est un dossier constitutif, c'est un document constitutif de la demande, s'il n'y avait pas de reconnaissance, sachant que dans 94% des cas, les reconnaissances sont accordées. Et ça, l'autre aspect que vous citiez, Redouane, est important. On a souvent des jeunes qui ont une aide pendant leur parcours scolaire, éducation nationale, par exemple, une aide financière liée à l'AEH, ça vaut reconnaissance. Et donc, ça permet de mobiliser les aides de la GFIP directement à ce niveau-là, ou de bénéficier de l'aide de l'État de 6 000 euros. Et pour l'entreprise, ça justifie aussi, ça lui permet de justifier qu'elle a employé une personne bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Très bien. Là, on a une deuxième partie des éléments qui permettent de réussir l'intégration. C'était la suite.
Donc, il y a fait effectivement que la rencontre avec l'équipe pour limiter les incompréhensions et les malentendus, il s'agit d'informer, alors quand il y a une volonté aussi individuelle, hein, c'est lié à la personne n'a pas toujours le souhait d'apporter des informations, parfois bien sûr c'est pas nécessaire, mais à un moment donné ça permet aussi de lever les malentendus sur les difficultés. Je donne un exemple tout bête, hein, mais la GFIP a un dispositif de sensibilisation pour les personnes sourdes dans les entreprises. Il suffit que quand une personne rentre, quelqu'un lui dise bonjour, mais qu'elle soit un petit peu derrière, et la personne se rend compte se dit, tiens, on ne dit pas bonjour. Bien, si la personne est sensibilisée, je parle, l'autre collaborateur est sensibilisé au fait que quand il dit bonjour, il faut le dire en face ou se manifester. À ce moment-là, naturellement, il n'y aura pas ce sentiment qu'aurait pu avoir la personne en se disant, tiens, on ne dit pas bonjour. Voilà. Donc, définir un parcours d'intégration, ça me paraît important pour à la fois structurer les choses, rassurer les personnes. Le fait d'avoir un tuteur, ça peut paraître évident pour certains parce qu'on devrait avoir un tuteur, mais on n'a pas toujours des tuteurs dans les entreprises, on oublie parfois les désigner, ou parfois ils ont été désignés, mais pas avec un rôle très marqué. Que ce soit un tuteur autre que le manager a son importance pour avoir un petit peu de son de cloche ou de retours qui peuvent se faire de part et d'autre. Et enfin, s'appuyer sur des acteurs spécialisés qui ont de la compétence, qui ont l'expérience pour former, sensibiliser et accompagner les salariés, les collaborateurs ou les managers effectivement son importance dans la sécurisation des parcours. Très bien. Effectivement, un tuteur différent du manager, c'est important parce que des fois, la personne peut-être n'osera pas demander certaines choses à son manager. Elle va plus facilement les demander à un tuteur. Très bien. Ben, on va continuer. On va aller très vite sur cette partie-là. C'est des exemples d'aménagement. Donc, les exemples d'aménagement principaux, c'est la question du temps. Par exemple, les horaires. Quelqu'un qui aurait des difficultés, il y a des rhumatismes, par exemple, sur une maladie qui devrait commencer un peu plus tard. Ça peut être aussi la durée du temps de travail. Ça peut être les délais d'exécution, des pauses, par exemple, pour une personne qui aurait un diabète, qui aurait besoin de prendre un traitement. Ça peut être aussi l'organisation à travers une répartition des tâches différentes. Ça peut être bien sûr l'aspect matériel, ce qui est un petit peu très souvent à l'esprit, comme des bureaux qui permettent d'être debout ou assis, des sièges ergonomiques. Ça peut être des adaptations individuelles, par exemple des prothèses auditives. La GFIP contribue d'ailleurs à ces financements, des casques anti-bruit. Ça peut être bien sûr quelque chose qui se répartit beaucoup plus aujourd'hui, qui est beaucoup plus présent, le télétravail évidemment. Ça peut être aussi des aides pour le déplacement, des personnes qui auraient des difficultés pour venir en entreprise en utilisant les transports en commun pour des raisons physiques, par exemple. Il peut y avoir des aides financières pour un taxi, il peut y avoir une adaptation des véhicules, ça la GFIP y contribue. Ça peut être aussi l'accessibilité des locaux. Si une personne, par exemple, fait qu'on a un parking à proximité, les toilettes adaptées, on peut avoir l'aspect managérial avec des formations ou du coaching pour les managers, avec des sensibilisations de l'équipe. Et enfin, on peut avoir dans les formations, des adaptations en formation pour les personnes avec, par exemple, un soutien scolaire ou des interventions de preneurs de notes ou d'assistants en formation. Très, très bien. Bon, en tout cas, les aménagements doivent être raisonnables. Il n'y a pas de différence d'aménagement entre quelqu'un qui est recruté en CDI ou CDD et entre un alternant. Donc, les aménagements, c'est standard pour tout le monde. Hein, c'est ça, François. Hein, il y a pas de... Alors, les aménagements, ils vont être vus au cas par cas. Ils seront validés pour des salariés, en tout cas pour les apprentis en entreprise, par le médecin du travail. Et la GFIP, donc voilà, a une part très conséquente de son budget parce qu'il faut que à ce niveau-là, parce qu'il faut que les entreprises, effectivement, quand elles recrutent une personne, la question du handicap ne soit pas un surcoût. Donc, on a une offre de service assez conséquente et on va voir un petit peu après un petit peu plus techniquement l'offre de service, un peu plus précisément. Merci François. Bon, je vais passer rapidement sur cette partie-là pour rappeler les erreurs à éviter. Donc, il ne faut pas se dire c'est un recrutement classique. Il faut vraiment tenir compte des particularités de la situation, parce que c'est vraiment la situation. C'est pas le handicap, c'est la situation
dans l'environnement où se retrouve la personne. Il ne faut pas laisser les équipes et les managers sans accompagnement, c'est très important. Et il ne faut pas penser que le recrutement se termine au premier jour d'embauche. Élément important sur lequel j'aime bien insister, parce que des fois, on fait certains raccourcis quand ça marche pas. On se dit, bon, j'ai essayé, j'ai employé un collaborateur en situation de handicap, ça n'a pas marché. Et du coup, on pense, ça c'est les biais cognitifs, que c'est lié au handicap, alors que ça aurait été une personne sans handicap, ça aurait posé le même problème. Donc attention de ne pas remettre tout échec sur le handicap, à se dire ça y est, je ne refais plus. Donc parce qu'une intégration peut échouer avec n'importe qui. Alors, on va maintenant présenter, parce que c'est important de partager les services qu'apporte la GFIP aux employeurs, aux organismes de formation, aux personnes en situation de handicap. Donc, François. Voilà, alors naturellement, la GFIP apporte un conseil aux entreprises. Donc on fait des diagnostics, on apporte des conseils. Il est parfois un petit peu compliqué de s'y retrouver quand on est une entreprise sur où trouver des alternants, comment mettre en place des mesures, quelles mesures, comment développer une politique d'alternance en entreprise. Donc on est là pour vous accompagner. On a un service pour les centres de formation ou pour les CFA qui s'appelle la ressource handicap formation, qui est un service de conseil au centre de formation. Qui est partout sur le territoire. Voilà. On a d'ailleurs aussi quelque chose de particulièrement intéressant pour les organismes de formation, c'est une démarche de progrès, c'est-à-dire des diagnostics aussi pour les centres de formation, avec une progression dans leur capacité d'accueil des personnes en situation de handicap. On a des outils de communication et de sensibilisation qui sont à disposition des entreprises, affiches, guides, vidéos, et également de formation, ce qu'on appelle appui à la professionnalisation, soit en e-learning, soit en présentiel, soit en distanciel. Enfin, il y a comme acteurs de terrain avec lesquels on collabore de façon très étroite les Cap Emploi et France Travail qui apportent des conseils sur le recrutement et sur le maintien. On a quelque chose qui avant qui s'appelle donc appui spécifique, qui sont des évaluations du handicap, l'identification de besoins et qui peuvent aller sur de l'accompagnement aussi en entreprise, qui vont être sur des handicaps de type cognitif, par exemple comme les troubles de 10, neurodéveloppementaux comme les troubles, en tout cas comme les troubles autistiques. Également, on peut avoir les troubles psychiques, la vue, l'audition, les troubles moteurs. Donc, quand il y a besoin d'avoir une expertise particulière, on a des experts que l'on finance qui pourront être mobilisés, d'ailleurs, par le dispositif Cap Emploi, France Travail et Mission Locale, soit la demande de l'employeur, soit la demande du centre de formation, pour pouvoir évaluer la situation de handicap et permettre d'être au plus juste dans les adaptations dans l'entreprise. Et également, la GFIP finance des ergonomes en parallèle. Alors, normalement, il y a la mission du travail, mais effectivement, parfois, il y a besoin d'ergonomes plus spécialisés. On va parler des aides financières. Donc, la GFIP peut apporter une aide financière sur les 6 premiers mois complémentaires aux autres aides. Si, par exemple, vous aviez un salarié qui est recruté, donc un apprenti qui est recruté, mais qui avait des besoins plus importants, là où un manager passerait, par exemple, on va dire 1 heure par semaine d'accompagnement, si cette personne avait besoin de 3 heures par semaine, il y aurait 2 heures complémentaires passées par le manager, eh bien, ça représente un coût. La GFIP peut apporter un soutien financier à ce niveau-là à l'entreprise, une aide financière pour compenser ce surcoût. Ça s'appelle l'aide à l'accueil, à l'intégration et à l'évolution professionnelle. On a l'aide à l'adaptation du travail. Exemple, l'achat d'un fauteuil ergonomique. On a des aides au recrutement, à l'apprentissage et en contrat de professionnalisation. Par exemple, en contrat d'apprentissage, pour un contrat d'1 an, c'est 900 € et 2 ans, 1 700 €. Pour un contrat de professionnalisation, je ne sais plus le montant pour 1 an, mais 2 ans, c'est 2 400 €. Donc, on a ces aides-là et qui peuvent aller jusqu'à 3 000 € en cas de CDI. C'est plutôt rare, mais ça existe aussi dans le cadre des CDI. On a des aides à l'adaptation pour les centres de formation. Donc, ceux qui ont un centre de formation, la GFIP aura une aide financière pour compenser le handicap. On a des aides à la personne, ça c'est important, parce que la personne pourrait avoir par exemple besoin de prothèses auditives. La GFIP va intervenir financièrement jusqu'à hauteur de 150 € pour des prothèses auditives, par prothèse auditive. On peut avoir des aides techniques pour la personne, c'est-à-dire un achat de fauteuil ergonomique à son domicile pour qu'il fasse ses devoirs. On a des aides au déplacement, financement de taxi pour se rendre à l'école ou pour se rendre dans l'entreprise, par exemple, ou adaptation du véhicule. Puis par ailleurs, pour des gens qui iraient directement vers la création d'entreprise,
des aides à ce niveau-là aussi. Très bien, merci François. On va laisser quelques minutes aux questions-réponses. Donc rapidement, Talent Handicap aussi apporte des solutions pour aider à recruter des alternants. On a par exemple les 2 premiers forums, on organise 5 forums qui sont 5 temps forts du recrutement dans l'année, avec les 2 premiers forums. Le prochain, c'est du 14 mars au 4 avril et le suivant du 9 au 29 mai. Tous deux, ils font un focus important sur l'alternance parce que c'est très très important. On a vu tous les bénéfices associés. On a aussi, dans le cadre de notre organisme de formation, des formations importantes pour faciliter ce recrutement, pour accompagner les managers, former les équipes. Donc ça, si vous avez le support, vous verrez toutes les formations qui sont dans notre catalogue. Vous avez aussi le lien vers notre site formation.talentierhandicap.com qui décrit l'ensemble des formations. Donc je passerai pas beaucoup de temps parce que je veux vraiment qu'on laisse un peu de temps aux réponses, aux questions. Qu'est-ce qu'il y a comme question? Bon, il y a une première question sur les exonérations de charges. Ça concerne tous les alternants. Et je pense qu'il n'y a pas de différence qu'on soit en situation de handicap ou pas. Juste que le fait d'être en situation de handicap permet à l'entreprise d'avoir l'aide de 6 000 € plus l'aide de la GFIP. Et la baisse de la contribution. Et la baisse de la contribution, bien sûr. Donc il y a un bénéfice financier. Ne change pas. Exactement. Est-ce que le contrat d'apprentissage compte dans le calcul du nombre de contrats ou réduit-il seulement la note? Je ne sais pas si François, vous comprenez la question. Alors, un salarié en apprentissage, par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez une entreprise de 20 salariés, vous avez 0 travailleur handicapé, vous recrutez un apprenti. Alors, je vais prendre pour simplifier les choses, présent toute l'année. Il est recruté Eh bien, il comptera comme une personne reconnue travailleur handicapé. Votre obligation pour 20 salariés étant de une personne reconnue travailleur handicapé, vous remplirez complètement votre obligation d'emploi avec cette personne. Donc, elle répond, elle compte comme un travailleur handicapé qui sera en CDI ou comme n'importe quel contrat. Donc, ça compte dans le taux d'emploi. Et ça fait baisser la contribution. Tout à fait. Aménagement possible, jamais vu l'aménagement du rythme de formation sur du temps partiel, alors que c'est primordial pour donner accès à la formation de certaines personnes. Bon, c'est pas une question, je pense que c'est plutôt un commentaire. Dans le cadre d'un suivi DAH, un suivi d'un jeune ayant le statut de stagiaire de la formation professionnelle, je pense que c'est une question qui est quand je regarde le temps, elle est très très longue. Alors, ça va être un peu compliqué. La question, c'est est-ce que pour avoir un statut, parce que j'ai lu un certain nombre de questions, mais là, je l'ai pas sous les yeux, est-ce que, par exemple, on commence un contrat d'apprentissage où on arrête et on revient en formation, la GFIP intervient, par exemple, pour faire des appuis spécifiques ou des aides pour les gens qui sont en formation. Là où la GFIP n'interviendra pas, c'est pour la formation initiale, donc éducation nationale, ou étudiant, statut étudiant, mais quelqu'un qui a un statut de stagiaire de la formation professionnelle, la GFIP intervient. D'accord. Il y avait une question aussi sur le montant de l'aide de l'État de 6 000 €. Est-ce que c'est quel que soit le diplôme? Quel que soit le diplôme, alors on est en attente des décrets, mais l'État a dit quel que soit le diplôme, effectivement. D'accord. Quel que soit la taille d'entreprise. Très bien. Je regarde s'il y a d'autres questions. Non, je pense qu'il n'y a pas de... Effectivement, le manque de sensibilisation du handicap du manager et de l'équipe, en général, ça constitue un frein. Les préjugés aussi, effectivement. Non, je pense qu'on n'a pas beaucoup de questions. Ça veut dire qu'on a été assez clair et on a déjà donné les éléments attendus. Donc oui, pour le support, donc la présentation peut vous être envoyée si vous la demandez. Donc, il y a normalement un lien qui a été partagé dans le chat ou simplement en cliquant sur le bouton pour demander la présentation, on vous l'enverra. Très bien. Qu'est-il préférable de choisir pour une étude ergonomique par la GFIP? Alors, dans l'ordre, médecine du travail ou autre?
voilà, dans l'ordre, on va voir avec son médecin du travail, parce qu'il a un ergonome. Mais après, ce que je vous conseille, c'est de voir avec le Cap Emploi, qui est l'acteur de terrain, qui saura bien vous accompagner. L'AGFIP vous renverra vers les acteurs de terrain pour avoir une analyse terrain. Donc autant prendre directement contact avec le Cap Emploi. Plus on sera une mission locale. Voilà. Très, très bien. Il y a un document aussi sur toutes les aides de l'AGFIP, hein, tout à fait. Qui regroupe toutes les aides. Si vous tapez Guide des aides et services de l'AGFIP janvier 2025, parce que c'est le dernier, vous aurez ce document directement avec toutes les aides de l'AGFIP. Vous les trouvez sur le site, mais parfois c'est du pratique sur le guide des aides de l'AGFIP. Très bien. Ceux qui nous demanderont le support, on vous enverra également ce guide. Très bien. Très bien. Une petite question sur le transport. J'ai donné l'exemple de taxi, mais ça peut très bien être un autre dispositif, comme je ne vais pas faire de publicité, mais un Uber, un Bolt, etc. Voilà. Il n'y a pas de, voilà. Et sur l'apprentissage, en Ile-de-France, il y a d'autres dispositifs qui sont à mobiliser, comme Ile-de-France Mobilité, qui est porté par la région. Très, très bien. Comment avoir ces aides? Il y a un dossier à demander en amont, j'imagine? Alors, pour avoir des aides auprès de la GFIP, on peut les demander directement en ligne. On va sur le site de la GFIP, on étudie les aides, on peut les avoir en ligne. Dans les CFA, il y a des référents handicap. La GFIP a aussi une plateforme de conseil en appelant téléphoniquement la GFIP ou en demandant au service conseil aux entreprises. Moi, une part de mon travail, c'est les entreprises que j'accompagne me demandent des informations, je les informe. On a aussi des webinaires de présentation, donc on a un certain nombre de solutions pour apporter cette information aux entreprises. Et après, on a cette démarche de demande de financement en ligne directement, qui est traitée par des personnes et qui apporteront des réponses aux entreprises et aux centres de formation. Une dernière question. Donc la personne demande, est-ce qu'il y a un recours auprès des organismes de formation pour aménager le rythme de travail et de formation pour l'alternance? Par exemple, 25 heures par semaine. Alors, il y a des obligations d'adaptation pour les personnes. Après, ce que je constate, c'est qu'il y a des dispositifs qui s'y prêtent peut-être plus dans certains cas, ou des organismes qui sont peut-être plus habitués à ce niveau-là. Je pense que là, c'est intéressant de se tourner vers les acteurs de terrain. Voilà, mais il y a des obligations de la part des organismes de formation d'adapter leur formation auprès des personnes. Donc ça fait partie de leur obligation d'accessibilité. Voilà. Parce que l'organisme de formation, il doit prouver qu'il est accessible pour tout le monde et qu'il peut adapter son offre selon les besoins de chacun. Dernière question, l'aide au déplacement en compensation est-elle mobilisable pour les trajets domicile-entreprise, organisme de formation ou CFA? Exactement. Donc c'est ça les deux, donc très bien. Dernière question. Peut-on mobiliser une aide pour pallier l'absentéisme pour maladie chronique d'un jeune en apprentissage, car cela perturbe l'organisation d'entreprise? Alors, à ma connaissance, non. En tout cas, ce n'est pas une mesure de la GFIP en tant que telle, sauf si j'interprète mal la question à ce niveau-là. Je ne situe pas très bien quelle aide pourrait intervenir, en fait. Parce que pour moi, l'absentéisme, si la personne est malade, elle a son arrêt maladie et c'est la sécurité sociale qui prend en charge. Tout à fait. Après, il y a juste une information que Catherine souhaite partager, c'est qu'il y a une prestation pour une alternance inclusive qui est financée par l'AGFIP Centre Val-de-Loire. C'est bien ça? Tout à fait. Il y a différents dispositifs à ce niveau-là et vous pouvez vous rapprocher soit de votre AGFIP régional, soit du service ressources handicap formation régional. Il y a un certain nombre d'actions qui sont développées à ce niveau-là, au niveau localement. Qui sont généralement des pilotes par région. Exactement. Très bien, merci beaucoup. On a débordé, on a dépassé 16 heures. On va conclure. Le mot de la fin, François? Et alors moi je dirais l'alternance, allez-y, vous verrez que c'est à la fois à titre pour l'entreprise une formidable richesse, à titre individuel pour les personnes, vraiment une contribution importante dans leur parcours. Et je dirais pour les gens qui moi j'ai accompagné les alternants en situation de handicap, j'en ai tiré aussi un bénéfice en termes à la fois de gratification personnelle, mais à la fois en termes de technicité. Je suis devenu meilleur encadrant qu'auparavant. Très, très bien. On voit que l'alternance n'existe pas. Ça a été efficace. L'alternance n'existe pas partout. Le fait de l'avoir en France est une véritable chance.
il faut en profiter, il faut y aller comme vous l'avez dit François, recrutant en alternance. C'est très important pour les jeunes, pour les personnes en reconversion. Ça contribue à ce que les personnes se forment, accèdent à l'emploi, participent. C'est un enjeu, je dirais, majeur pour toute la société. Merci beaucoup. Un grand merci pour tous ceux qui ont participé. En tout cas, on reste à vos dispositions si vous avez des questions sur le sujet. Le support, je rappelle, vous pouvez le demander. Et on va vous envoyer également le guide qui donne toutes les aides possibles en 2025. Et j'espère à bientôt lors d'un prochain webinaire. Merci, au revoir et Merci. très bel après-midi. Au revoir.